Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parlez beaucoup, mangez l'argent, voyagez beaucoup seulement, mais travaillez beaucoup, créez des choses, emploie des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Bonjour à tous, nous sommes jeudi 21 juin 2018, le plaisir de vous accueillir dans cette émission. Les GG suivent la marche sociopolitique de la Guinée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs. 3 à 4 possibilités plutôt pour réagir à nos sujets. GG au 837 ou 657 39 13 13. Ça se passe aussi sous la toile 605 www.espacefmguinée.info ou hashtag espace GG. Et derrière, nous ferons le devoir de relayer vos réactions et qui vont défiler le soir à la télévision. Vous nous regardez sur donc votre robinet à images depuis Kindia. Le plaisir de vous savoir nombreux donc devant votre poste de ce côté. À la une dans cette émission, le processus électoral en Guinée au point mort alors que le pays doit renouveler son parlement au plus tard dans le premier trimestre de 2019 et organiser une présidentielle l'année d'après. C'est le blocus en Guinée. Les étapes à franchir pour y arriver, assainissement du fichier électoral, nouvelle CENI et bien d'autres défis à relever. Prenant la tournure de la quadrature d'un cercle, à l'origine de cette situation, les nombreuses irrégularités qui continuent d'émailler l'organisation des élections en Guinée. Dernier cas en date, les communales du 4 février 2018, dont les résultats par endroits continuent donc d'être contestés au sein de la classe politique. Conséquence, près de 5 mois après, les exécutifs communaux issus de ces élections ne sont toujours pas entrés en fonction. Que retient-on du déroulé de ces élections? Celles-ci méritent-elles d'être reprises ou annulées par endroit? Par quoi pêchent les processus électoraux en Guinée? Comment y remédier? Entre autres questions que nous nous posons ce matin dans cette émission. Monsieur Abdoulaye Ba, tête de liste UFDG à Kindia, président de la délégation spéciale donc de la ville des Agrumes. Il est notre invité exceptionnel en ce jeudi. Dans le même sillage, au lendemain de ces élections communales, c'est la désillusion chez certains jeunes acteurs qui ont dû renoncer à leur propre projet pour se laisser happer par des mastodontes de l'univers politique impitoyable de la Guinée. Et au bout du bout, leurs attentes et leurs ambitions semblent avoir été littéralement douchées. Que regrette-t-il? Quels enseignements tire-t-il de cette situation? Monsieur Ahmed Sekou Kamara, opérateur culturel, il était sur la liste du RPG Arc-en-Ciel dans la commune de Matoto. Il sera avec nous dans la deuxième partie de cette émission. Il est l'un de nos invités. Merci de rejoindre l'équipe. Ahmed, bonjour. Bonjour, avocat. Bonjour, Mohamed Mara. Bonjour. Mafoudi Abangoura, bonjour. Bonjour, Abakar. Bonjour à tous. Jacques Lewaleno, bonjour. Bonjour, Abakar. Bonjour à vous, Antoine Kibafori Kourma. Bonjour. Bonjour. Bien, une équipe bien remaniée ce matin. Pour commencer, Mohamed, interpellation du journaliste Mamadou Saliou Diallo, la procédure mise à l'index. Écoutez, depuis hier, nous sommes dans l'incompréhension parce que tout simplement, on apprend que un confrère, personnellement je ne le connais pas, mais pour le principe, quand j'apprends qu'un confrère a fait l'objet d'arrestation et qu'il est, si vous voulez, à la DPJ depuis hier, ou en tout cas depuis plusieurs heures, nous sommes dans l'incompréhension. Les associations de presse, le syndicat, nous sommes tous révulsés par cette situation. Oui. D'autant plus qu'on nous dit que c'est dans le cadre d'une procédure en diffamation. C'est le garde des Sceaux, donc le ministre de la Justice, chef Sako, qui aurait porté plainte contre lui pour diffamation. Or, la procédure pour diffamation est prévue en l'article 108 et suivant du code, plutôt de la loi sur la liberté de la presse, la loi organique 002 relative à la liberté de la presse. Oui. Et la procédure est également indiquée dans cette loi-là. Nullement la rétention n'est envisagée dans ce cas. Alors, ce qui est en train de se passer, à mon avis, n'est plus ou moins que tout simplement un abus de pouvoir. Un abus d'autorité. Un abus d'autorité, un abus de pouvoir incompréhensible au titre en fait de la qualité même de celui qui porte plainte. Effectivement. Parce que le ministre de la Justice est avant tout, ne l'oublions pas, un praticien du droit, un avocat et un garde des Sceaux
Donc, je crois d'ailleurs que dans le rang protocolaire, après le Premier ministre, je crois que ça doit être la deuxième ou la troisième personnalité de l'État, du gouvernement, je veux dire. Alors, que celui-là accepte qu'il y ait ce genre de violation de toutes les procédures, je ne comprends pas. Et à l'heure où nous sommes, je serais surpris qu'on nous dise que la haute autorité de la communication a été également saisie. Je rappelle, attention aux journalistes, quand on dit diffamation, que les délits de presse sont dépénalisés, il ne faut pas penser qu'on n'est pas puni. Que tout vous est permis. Attention, je veux bien recadrer les choses parce que les gens, il ne faut pas aussi qu'on croit qu'on ne peut pas faire l'objet de poursuites. Non, lorsque on est présumé auteur d'un délit de presse, ça veut dire qu'en cas de condamnation, le délit lui-même, il est prévu par le code pénal, tout comme par notre code, mais c'est la sanction qui est, elle, si vous voulez, elle n'est pas pénale, mais elle est convertie en une sanction civile. Et les délits de diffamation sont frappés d'une amende allant de 1 million à 5 millions de nos francs, lorsque c'est une première commission, donc constatée par un juge. Ça, c'est à l'article 109 de notre loi 002. Maintenant, ce que je ne comprends pas, c'est cette arrestation et cette détention. Il faudrait qu'on l'arrête. Ça se fait dans un contexte qui est douloureux pour nous. Hier, nous étions tous dans l'incompréhension. À la limite, on ressent cela comme une sorte de provocation. On a un confrère qui nous a été happé à la fleur de l'âge, dans les conditions que l'on sait, après une bêtise gouvernementale qui ne dit pas son nom. D'accord, nous l'acceptons comme si c'était un fait de Dieu. Qu'on nous laisse au moins pleurer, Abdoulaye. Qu'on ne nous provoque pas. Qu'on nous laisse l'enterrer, mon maître. Qu'on nous laisse l'enterrer, qu'on nous laisse le pleurer et qu'on ne nous provoque pas ainsi. On oublie que depuis le 31 octobre, les relations entre le président de la République en personne et la presse étaient tendues. Au moment où on commence à revenir à une normalisation, ce type de comportement ne s'y est pas. Je suis d'accord que le ministre porte plainte. C'est son droit s'il estime qu'il a été diffamé. C'est son droit. Personnellement, un confrère qui me diffame, je pense que je vais le poursuivre. Je vais le poursuivre, à moins qu'il reconnaisse qu'il a merdé devant toute la corporation. Mais je vais le poursuivre. Là, la responsabilité du journaliste est aussi pénale, je suis d'accord. Mais qu'on respecte les droits des journalistes. C'est un recul très grave en matière de liberté de la presse. Merci Mohamed. Allez-y Ahmed. En dire plus, hein. Mohamed il a été clair. Effectivement. De toutes les façons, nul n'est au-dessus de la loi. Si le ministre pense qu'il a été donc diffamé, il est en droit de porter plainte. Oui. Mais ce que je souhaite, que la procédure soit respectée. Alors, est-ce que de la manière dont le journaliste a été arrêté, ça respecte les formes ou pas? Les juristes sont mieux placés donc pour le dire, mais je souhaite que la procédure soit respectée. Et comme on l'a dit, nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas, la justice, je souhaite qu'elle soit dite et qu'on nous dise réellement, est-ce qu'il a été diffamé comme il le prétend le ministre, ou est-ce que le journaliste a réellement fauté? Bien. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça. On aborde cette autre actualité, Antoine. C'est aujourd'hui donc le symposium en la mémoire de notre regretté Abdoulaye Ba. C'est tout à l'heure du côté du Palais du Peuple, donc mobilisation attendue de la presse, de la famille de la presse guinéenne. Et pendant ce temps, les personnes arrêtées dans le cadre de l'enquête suite à l'accident qu'il a emporté ont été déférées hier. Il faut d'abord rappeler par rapport au programme qu'il y a eu une levée de corps qui a lieu ce matin. Et juste après cela, il y aura le symposium du côté du Palais du Peuple. Et depuis hier nuit, des travaux ont eu lieu dans ce palais-là pour non seulement mettre en état les chaises ainsi que tout ce qui doit... Pour pouvoir recevoir ce symposium. Ce symposium. Et donc, j'estime que toute la presse est impliquée pour ce symposium-là. Et j'espère que la mobilisation sera de taille. Parlons de l'arrestation des personnes proches du suspect en fuite. Il faut dire qu'il y a une personnalité qui est mise aux arrêts, c'est bien sûr le directeur général de la radio Tamata FM, M. Mohamed Youla, qui depuis les premières heures, notamment le lundi 18 juin, a été arrêté parce que c'est lui qui a remis les clés de la voiture à Bakar, plutôt à Ibrahim Sori Camara pour ses courses. C'est lui qui a reçu de la visite d'un de ses amis du côté de la France, et celui-ci devait rentrer par le vol régulier d'Air France le samedi, et donc la course était que Ibrahim Sori parte déposer celui-ci à l'aéroport de Conakry et ensuite ramener la voiture. Et donc si l'accident a eu lieu, c'est lui-même qui s'est rendu en personne
au commissariat pour dire que la voiture lui appartenait. Et donc quand il est venu, sur ordre du procureur, il a été mis aux arrêts et cloué du côté du commissariat central de Matoto. Et son ami Bernard Wendeno, qui avait trouvé le chauffeur, qui est Ibrahim Souri Kamara, a également été mis aux arrêts lorsqu'il est venu saluer son ami Mohamed Youla, détenu. Et donc lui également a été écroué, ainsi que la mère de ce dernier. Et donc ils ont été déférés hier du côté de la maison centrale de Conakry. Et on nous apprend que le procureur de Mafanko a la charge du dossier. C'est lui qui va décider de la liberté ou non des personnes arrêtées, puisque selon le porte-parole de la police, les personnes arrêtées sont civilement responsables de l'accident. Pas de façon pénale, mais civilement. Il estime qu'ils ont une part de responsabilité dans l'accident. C'est ce qu'il nous a appris hier. Et on les met en détention. Attendez, Mohamed, il va finir de faire son récit. Dans sa conclusion, il nous a fait comprendre que tout reviendra au procureur de les mettre en liberté ou pas. Et donc, ils ont passé pratiquement 3 ou 4 nuits en prison en attendant que Ibrahim Souri ne soit retrouvé. On nous apprend que sa photo a déjà été mise sur la place publique et quelques sites et autres. Moi j'ai vu ça nulle part. Hein. Vous avez vu sa photo? Mais sur les réseaux sociaux, on a sur quelle place publique? On a vu une photo sur les réseaux sociaux, mais moi, par exemple, que j'ai refusé de hier, diffuser parce que, voilà, justement, on ne peut pas le porte-parole du ministère de la Sécurité nous a appris que c'est bel et bien sa photo qui a été mise sur la place publique. Sur quelle place publique, Antoine? Aujourd'hui, c'est qui se passe? Sur quelle place publique? Aide-nous, Moussa, Antoine. Les réseaux sociaux, Facebook, c'est une place non, publique. Non. Attendez. Dans le cas de l'enquête, par exemple, sur Grenade, ils nous ont communiqué à nous, la presse, les photos. Alors, dans ce cas, qu'ils nous communiquent les photos du jeune. Monsieur Boubacar. Vous êtes un des cadres de la rédaction d'Espace TV. Vous avez déjà reçu une communication officielle de la police? Venant de la police, on n'a pas reçu de photos encore. Bien. Vous avez un site internet. Vous avez reçu un communiqué ou pas? Je rends compte d'une déclaration du porte-parole de la police. Où est-elle? Où est-elle cette déclaration? C'est passé hier à la télévision Espace. Il a dit clairement qu'il y avait la photo qu'on appelle du fugitif qui passait sur la place publique. Les grands casser le porte-parole de la police. Ça n'a aucun sens. Je relève ses propos. Ça n'a aucun sens, Antoine. Je lui ai demandé pourquoi est-ce que la police ne communique pas officiellement sur ce sujet. Mais ils n'ont pas les moyens de communiquer. Le porte-parole de la police. Comment ça? Mais comme il laisse aller jusqu'au bout. Mais comment ça? Le porte-parole de la police. Permets qu'on te pose des questions. Je ne peux pas te laisser continuer. Permets qu'on te pose des questions, Antoine. nous apprend. Oui. Le porte-parole de la police n'a aucun budget pour communiquer. Il ne reçoit aucun budget. Attendez, écoutez. Il fait de la communication de façon volontaire. Monsieur Antoine, Un peu de respect pour notre intelligence. Monsieur Antoine, Ça dépend. Si Antoine rapporte ce qui a été dit ou s'il défend cette position, c'est différent. Parce que s'il défend, je sais pas s'il a tendance à défendre. C'est ça. Qu'est-ce que vous appelez défendre? Non, attendez. J'ai clairement indiqué que le porte-parole de la police nous a appris lorsqu'on lui a posé la question pourquoi est-ce que la police ne fait pas de communication. Il nous a appris qu'ils n'ont pas de moyens. Est-ce que c'est une défense que je suis en train de dire? Mais comme il est allé jusqu'au bout. Merci Antoine. Quand j'ai dit que Boubacar Kassé estime qu'il n'a pas de moyens. Merci Antoine. La coupe est pleine, s'il te plaît. Bien, allez-y Mafoudia. Pour nous présenter officiellement les faits. Merci. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Oui. La police aurait dû le faire jusqu'à ce jour. Pourquoi est-ce que ce n'est pas fait? C'est par manque de moyens. On vous a largement compris Antoine. Allez-y Mafoudia. Un argument qui ne tient mais franchement pas du tout. Manque de moyens, combien de milliards, on va dire comme ça, puisqu'ils pensent à des milliards, on peut se le permettre pour besoin de communiquer, créer une page par exemple, faire l'annonce comme ce fut le cas avec la disparition de cet opérateur économique lorsqu'on a envoyé la liste de 5 personnes pour dire ces personnes sont recherchées, qu'est-ce qui les empêche de faire officiellement la même chose? Est-ce qu'il faut des milliards de ce côté? Je l'ai dit la fois passée, il faut s'attendre à un tâtonnement dans la procédure. Et je reviens sur le cas de ces personnes qui sont interpellées. Civilement, je sais pas, c'est civilement responsable, c'est ma première fois de l'entendre. Je ne suis pas juriste, il y a des termes juridiques, mais ça, c'est ma première fois de l'entendre. On sait que la responsabilité pénale est individuelle, c'est le terme qu'on utilise. On ne peut pas garder ces mères, ces personnes. Le monsieur, il est parti en personne pour dire la voiture m'appartient. Il a passé une voiture, c'est une action que nous menons tous les jours, confier une tâche à quelqu'un. Est-ce que cela veut dire que lorsque la personne se rend coupable de quelque chose, nous sommes responsables de ce qui s'est passé? Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une enquête sérieuse. Mais justement, il ne faut pas qu'on aille vers des tâtonnements comme ça. Pourquoi on incarcère ces personnes? La bonne dame qui était
coucher chez elle tranquillement. C'est vrai, elle a fait un fils, mais on ne fait pas un enfant dans l'optique de le voir bandit un jour ou de le voir dans de mauvaises situations. Aujourd'hui, on l'enferme, mais pourquoi? Je trouve ça personnellement assez tout comme injuste. le cas du directeur de Tamata. Oui, il est parti de lui-même. Qu'on le garde en Guinée, je pense que c'est comme ça doit se passer. Il ne sort pas du pays, il reste à la disposition de la police pour fin d'enquête, et chaque fois qu'on aura besoin de lui, on lui fait appel. Et quant à la manière dont on doit rechercher le monsieur, mais attendez, Ibrahima Sori, c'est quelqu'un qui doit avoir une carte d'identité nationale. Aujourd'hui, on a des passeports biométriques, donc il est traçable. Et aujourd'hui, on a des agents tout au long des frontières. Il y a tellement de méthodes qu'on peut utiliser aujourd'hui. La méthode qu'on nous propose, c'est archaïque et c'est même pas évident que ça porte fruit. Je pense qu'il faut un peu de sérieux dans ce travail, parce que moi j'ai peur qu'on ne se retrouve avec finalement un verdict qui ne va même pas nous satisfaire, comme on a vu pour le cas Koula, mais malheureusement c'est Abdoulaye Ba qui sera parti pour rien, et on se retrouve dans un état. Pourtant on nous dit à chaque budget, voilà tel montant qui est accordé, l'argent sort mais ce n'est jamais utilisé. Face à des cas comme ça, on brandit l'argument comme quoi il n'y a pas de moyens. Pourtant le peu qu'il y a, il ne nous faut même pas le compte rendu de la bonne gestion qui en est fait. Ouais, mais de toute façon, on se plaint toujours du manque de budget au niveau du ministère de la Sécurité. Chaque fois que c'est opportun, quand ça les arrange. Quand vous arrivez à Colère, il n'y a pas de budget pour le carburant. C'est ce Pour qu'on dit. mettre le carburant dans le groupe. Et quand il n'y a pas de... Quand EDG s'en va, c'est que toute l'administration est à l'arrêt. Il y a 2 ou 3 semaines. Notamment en ce qui concerne la semaines. production des passeports. Mohamed, je sais de quoi je parle. Il est d'accord. Aboubacar, je le confirme. Vous êtes Je d'accord? le confirme. Il y a 2 ou 3 semaines, j'ai passé toute une journée de lundi, Bien de sûr. 8h à 15h. Il n'y avait pas de courant. Des Guinéens, un bon nombre qui étaient là. Personne ne pouvait récupérer son passeport parce que simplement le groupe électrogène ne pouvait pas fonctionner. Donc du coup, le lendemain matin, tout le monde comptait sur EDG. Après, c'est pour dire les 500 000 qui sont payés du côté de la banque. Il faut qu'on arrête après de C'est nous vendre des indescriptible. choses. Merci. Allez-y, Jacques Léo-Alenou. Ouais, j'ai envie de dire ce proverbe qu'ici, c'est ce qui a tué le crocodile, c'est ce qui empêche sa viande d'être douce. Parce que si, bien entendu, la sécurité avait joué son rôle, je pense qu'on aurait pu éviter cet accident. Ça, c'est la première des choses. Ouais. Maintenant, le temps qu'on est en train de mettre pour aller vers les enquêtes sérieuses, parce que là, on n'est pas en train de retarder pour retrouver le coupable, c'est qu'on est en train de retarder pour engager même la vraie procédure qui doit nous permettre de mettre la main sur Ibrahima Sori Kamara, le vrai responsable de cet accident-là. Je pense que toutes les personnes, le propriétaire de la voiture, sa mère, et puis celui qui l'a contacté pour qu'il conduise ces véhicules, peuvent être sollicités pour leur contribution, pour que, bien évidemment, ils permettent la police d'arriver finalement à ses fins. Mais le fait de les mettre en prison, c'est déjà une façon, puisque la presse est là, est en train de mettre la pression, il y a la famille, on veut montrer qu'on est en train de travailler, on veut vraiment mettre la main sur l'auteur de cet accident, ce qui n'est vraiment pas le cas. Il doit y avoir un travail sérieux et on peut mettre les gens à contribution pour continuer à filer. Je pense d'ailleurs que si on mettait les 3 personnes-là en confiance, ils auraient trouvé les moyens, ils auraient aidé, n'est-ce pas, à localiser le monsieur. Parce qu'ils le connaissent très bien, j'imagine. Surtout la mère, elle aurait trouvé un moyen pour l'appeler, le convaincre à se présenter à la police. Merci. Ce qui est arrivé, je sais que c'est un accident, mais le fait qu'il soit ivre, c'est un autre problème. Maintenant, on peut, n'est-ce pas, le convaincre à se présenter à la police. Je ne crois pas qu'il avait décidé comme ça de sortir pour tuer. Mais c'est parce qu'il s'est mis dans un état et il a donné, n'est-ce pas, il se contrôlait plus. Il se contrôlait plus. Les grandes gueules. Écoutez, je pense qu'ils ont envie de nous satisfaire, mais la manière, elle n'est pas la bonne. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on sera satisfait parce qu'on sait aussi comment les procédures... De toutes les façons, on sait qu'il y a quelqu'un qui est recherché, mais qui continue la recherche. Mais qu'on ne pioche pas des gens ça et là, du genre, ouais, il faut faire plaisir à Pierre ou à Paul, tout en les transférant du côté de la maison centrale. Non, ce n'est pas comme ça. Ce sont des personnes qui ont une dignité qui doit être respectée. Maintenant, on me dit que non, on n'a pas de budget pour communiquer, pour faire ceci et cela. Je suis parfaitement d'accord que la police a besoin de suffisamment de moyens aujourd'hui pour pouvoir mener à bien sa mission. Mais le peu qui existe, moi, je pense que ce peu-là n'est pas bien utilisé. Ça, c'est mon point de vue. Il y a de l'argent, par exemple, pour la formation chaque année. Mais qu'est-ce qu'on en fait exactement? Combien de policiers sont formés chaque année? Ce n'est pas qu'au niveau seulement de la police. Il y a d'autres structures, notamment la gendarmerie. Effectivement. Qu'on nous dise réellement
qu'on nous dise réellement. Dans d'autres pays, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret. C'est vrai, ils ont besoin de moyens pour communiquer. Mais aller par exemple créer un compte Facebook, une page Twitter, un site internet. Vous pensez ça demande quoi? Ça ne demande pas des montagnes d'argent. On fait des sites internet comme des cacahuètes aujourd'hui dans tous les coins de rue. Ça demande quoi exactement? Et appeler la presse, présenter la photo d'une personne. Organiser une conférence de presse. Organiser une conférence de presse. Qui a présenté une facture? Personne. Qui a présenté une facture? Vous, Antoine, qui était là-bas hier, on vous a parlé de photos sans même vous remettre la photo. Et on nous dit on n'a pas de moyens. Si on vous avait donné la photo, dit que la photo est sur la place publique. Moi je suis. Mais il est trop naïf, Antoine. Je ne suis pas dans cette idée de dire c'est sur les réseaux sociaux. Non, la photo doit être certifiée par qui de droit? Qui de droit? C'est eux, les autorités, les dépositaires de la loi, la police. C'est eux qui doivent certifier. Alors qu'ils certifient et en ce moment qu'ils présentent à la presse et ils verront qui ira leur présenter une facture. Personne. Merci. Donc, ne nous parlez pas de moyens à ce niveau-là. Ne nous parlez pas de moyens. Sur d'autres plans, oui, vous pouvez demander les moyens pour mener à bien certaines missions. Mais sur ce plan-là, aujourd'hui, je pense que ce n'est pas un débat qui a sa place. C'est pourquoi la question de chargé de communication dans la Grande Muette, dans les départements de la sécurité de la gendarmerie, ça n'existe en temps normal, ça n'existe pas. C'est une création pratiquement de la Guinée. Il y a un porte-parole. Non, mais en général, quand il y a ce genre de situation, la parole revient à un certain nombre de cadres. Le ministre de la Justice, le ministre de la Sécurité, le procureur de la République. C'est suffisant. Bien. Allez-y, Mohamed. Écoutez, quand on nous dit qu'il n'y a pas de moyens, pour communiquer, je trouve à la limite que c'est une farce, c'est du théâtre de cabaret. Moi, je crois qu'il ne faut pas accorder trop de crédit à ce que vient de dire Antoine. Non, ça n'a aucun sens. Attendez, chaque fois ici que le ministère... chaque fois ici... de revenir là-dessus. Chaque fois ici... Non, je peux terminer. C'est important de revenir là-dessus. Je peux terminer d'abord. Je peux terminer. Est-ce que je peux terminer? Est-ce que je peux terminer? Mais c'est important de revenir là-dessus. Je remarque simplement. Antoine, si tu permets. Merci d'avoir apporté de l'eau. Merci d'avoir apporté de l'eau à mon moulin. Le contrôleur général Kassé a toujours bien communiqué. Merci de le confirmer. Il était en face des médias responsables. Et quand il a besoin de la presse, il sait qu'il n'a même pas besoin de débourser de l'argent. Il suffit que le contrôleur général Kassé dise à la presse qu'il a quelque chose à communiquer. On va tous se drainer là-bas, on va l'écouter. Ça, on n'a pas besoin de moyens pour ça. Nous, on ne demande pas de frais de transport pour ça. Alors, je ne sais pas de quels moyens vous avez besoin pour communiquer des informations utiles quand il y a un tel drame. Parce que j'ai l'impression qu'on s'amuse avec cette histoire. De l'autre côté, moi, ce qui aujourd'hui me choque dans cette histoire, on me dit responsabilité civile. Je ne sais pas qui vous a dit ça, qu'il y a une question de responsabilité civile d'une maman dont le fils majeur est sorti et allé boire de l'alcool, qu'il y a une responsabilité civile de la maman dans cette histoire. Je ne sais pas où l'intéressé a fait ses études. Et même quand on parle de responsabilité civile, il n'y a pas de mise en arrestation et de déferment, notamment quelque part pour ça. Je ne comprends pas cela. De l'autre côté, à la limite, on pourrait convoquer quelqu'un qui aurait passé des clés d'une voiture à une personne qui ne détient pas un permis. Effectivement. En sachant que l'intéressé n'a pas un permis de conduire, à la limite, on pourrait frapper cette personne de contravention parce que ce sont des peines légères. C'est une contravention. Même ce dont on est en train de parler, ça va choquer votre susceptibilité, mais lorsque vous regardez le code pénal, ce n'est pas un crime. En réalité, c'est un délit. Parce que la peine prévue justement pour l'homicide involontaire, c'est allant de 1 à 5 ans. C'est quand vous êtes au-dessus de 5 ans qu'on tombe dans les crimes. Donc, quelque part, la loi même prévoit qu'il n'y avait pas intention de donner la mort. Ce n'était pas un assassinat. Je ne comprends pas cette méthode de la police qui veut qu'on aille arrêter une mère. Écoutez, il y a tellement de mamans qu'on pourrait mettre en prison dans ce pays, dont les fils vident les caisses de l'État, dont les fils violent les femmes dans ce pays, dont les fils battent leurs femmes à longueur de journée, Je suis d'accord. dont les fils écument les bars. Vous avez vu, récemment c'était Ramadan, la ville était calme. Les bars étaient fermés. Mais écoutez, aujourd'hui tout a repris parce que c'est nous les fils. Mais chacun de nous a une mère. Si on doit poursuivre nos mères pour ce que nous faisons, c'est vraiment le monde à l'envers. Merci. Je dis, ce qui est en train de se passer dans la zone de Matoto, c'est choquant.
Je rappelle que déjà dans l'affaire avec Moussa, c'est dans même cette zone qu'on a vu des officiers, des OPJ, essayer par 2 fois de faire interpeller un journaliste alors que la loi ne prévoyait pas cela. Je le rappelle. Et à l'époque encore, il a fallu beaucoup de pression pour que le parquet donne raison en disant c'est vrai qu'on ne peut pas le faire mettre aux arrêts. Merci. Cette histoire-là, il faut réparer cette injustice. Ouais. Il faut libérer cette pauvre femme. Il faut libérer les proches de ce monsieur. Ouais, le directeur de Tamata aussi. Amel l'a dit. Ouais. S'ils avaient été au moins intelligents, ailleurs, on aurait surveillé ces 3 personnes, les proches de ce monsieur. Tout à fait. Et à travers eux, à travers les amis de monsieur, on aurait pu savoir exactement où il se trouve. Il a un téléphone, on sait au moins où il a utilisé la dernière fois. Il suffit de se mettre en rapport avec les services de téléphonie. Je ne sais pas, on est dans quel pays. Merci. On lutte, tous les jours, on pourfend cette culture dans ce pays, mais on est en train de rééditer les méthodes de l'ancien système. Merci. Mafoudia, vous avez quelque chose à rajouter rapidement? Ce que je veux rajouter, c'est par rapport à la responsabilité des personnes qui ont invité les journalistes sur le terrain. Je ne sais pas comment ça va se présenter, mais on a quand même, en tout cas selon ce que nous apprenons, il y a eu défaillance au niveau de la sécurité. Parce qu'on ne peut pas déployer toute une équipe sans une sécurité. Il n'y avait pas de balise ni rien. Donc on voudrait bien qu'à ce niveau aussi, qu'on se pose les bonnes questions et qu'on pose ces questions aux personnes concernées. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Non, qu'on les interpelle, qu'on les écoute. Le ministre Naïté, par exemple, et le ministre Mokhtar Gallo et les autres qui étaient avec eux. Comment est-ce qu'on peut inviter des journalistes pour des travaux, notamment à 3 heures? Ils également l'entreprise qui travaillait sans mettre les balises. Exactement. Il faut les poursuivre. Il faut qu'on les entende. Et la mission, je rappelle que la mission de ces journalistes, c'était de quitter Conakry pour l'INSAN. On les a détournés de chemin professionnel pour aller faire autre chose dans un laps de temps. Dans ce cas-là, puisque la justice et la police... Non, ils n'ont pas été détournés de la mission. C'était des arrêts en attente. D'accord. Mais le chemin, ces arrêts-là... Est-ce que ces arrêts-là... Non, attendez. Est-ce que ces arrêts-là étaient prévus par la rédaction? Non. Moussa Moïse en personne a dit que c'était pas prévu. Voilà. Par exemple, c'était pas prévu par la rédaction. Dans ce cas, si la justice veut faire un travail sérieux, dans ce cas, qu'on poursuive tous ces gens. Allez-y. Et là, justement, je vais là-dessus. Si la justice veut faire un travail sérieux, et bien qu'on entende ses ministres, comment est-ce qu'on peut initier des travaux comme ça, notamment sans prendre toutes les précautions? Comme ça, si c'est avéré qu'il y a eu défaillance, et bien qu'à ce niveau même, que les gens soient sanctionnés. Ils peuvent pas que les 3 ministres viennent aussi à la barre. Exactement, c'est mon souhait, parce qu'il faut qu'on prenne exemple sur eux. C'est pas parce qu'on est ministre qu'on peut tout faire, qu'on peut initier toutes choses, notamment sans prendre des mesures. Il est important qu'on écoute tout le monde dans ce dossier. Merci Mafoudia. On continue dans cette émission. Route, le vieux pont de l'Issan s'est affaissé hier, Ahmed. Mais écoutez, c'était prévisible d'ailleurs. Il faut signaler que la mission partait à l'Issan. Justement, oui. C'était dans le cadre donc de la supervision des travaux d'entretien. Et ce que je ne comprends pas, on me dit que non, les travaux sont finis. Au moment où les travaux sont finis, c'est en ce moment où un camion descend avec le pont. Finalement, je me demande quels sont les travaux qu'on a effectués alors. Quels sont les travaux qu'on a effectués? C'est pourquoi... Ils ont parlé plutôt d'une déviation qui aurait été tracée. La question est de savoir, est-ce que cette déviation aussi, elle était ouverte? Pourquoi les camions ne sont pas passés par la déviation? Oui, pourquoi les camions ne sont pas passés par la déviation? Voilà encore un autre dérapage. Quand il y a ce genre de situation, c'est parce que le pont était libre, la voie ouverte, que le chauffeur est parti. Parce que, c'est ce que je vous dis, il n'y a pas d'être supérieur. C'est juste les lois qui redressent les hommes. Les Blancs ne sont pas supérieurs à nous. Nous ne sommes pas supérieurs aux Asiatiques. Les Asiatiques ne sont pas... Personne. Mais je vous dis que c'est la loi qui règle les gens. Quand on vous dit c'est barré, c'est barré. Route barrée pour cause des travaux. Où que vous soyez, bien. Ben je sais que vous allez respecter. Bien, ce qu'on va mais faire, si ça n'a pas été respecté, ça veut dire qu'à ce niveau, on savait qu'il y avait un danger qui était là. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas eu perte en vies humaines, mais on n'a pas songé. Ouais. On a vu cette image-là hier, Ahmed, mais c'est tellement triste. Il y a même des gains qui parlent de honte nationale. Ce qu'on va faire, on va se rendre du côté de l'INSAN pour prendre le pouls de la situation de ce côté. Nous avons en direct de l'INSAN, M. Sayolandé. Il est le directeur national de l'entretien routier. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur Sayolandé. Bonjour, mon frère Abaka. Bienvenue dans les grandes gueules. Quelle est la situation sur place? Tout le monde, toute la Guinée a vu vraiment abasourdi les images de ce pont qui s'est affaissé hier. Dites-nous pour commencer, qu'est-ce que vous avez pu constater sur place et est-ce que la circulation est totalement coupée? Ok, merci beaucoup mon frère Abaka.
Je tiens d'abord à vous rassurer que la circulation n'est pas coupée parce qu'il y a 2 semaines de cela que ces travaux ont été lancés suite aux instructions données par son Excellence Monsieur le ministre des Travaux publics, vu l'urgence qui était là. Et il y a cet effet, il y avait une déviation qui était aménagée où un communiqué avait été passé le 4 juin 2018 interdisant aux gros porteurs de passer sur cet ouvrage jusqu'à ce que les travaux finissent. Donc, malheureusement, hier, un camion s'est retrouvé dessus et voilà, le pont s'est effondré. Mais je puisse vous rassurer, vous garantir que la circulation n'est pas coupée, la circulation est fonctionnelle. Et depuis hier nuit, on est là, suite également aux instructions données par M. le ministre, pour que vraiment la déviation puisse continuer à fonctionner. Donc, il n'y a pas de souci à ce niveau. D'accord, il n'y a pas de souci, monsieur, mais on a quand même envie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment ce camion a pu se retrouver sur ce pont, j'imagine, encore en chantier. Bon, effectivement, les enquêtes sont en train d'être menées dans ce sens. Ah bon? Le pont était-il ou pas fermé à la circulation? Le pont était fermé à la circulation. Nous avons... Qu'est-ce qu'il indiquait, monsieur Yolande? Qu'est-ce qui indiquait que le pont était fermé à la circulation? Et si tel était le cas, pourquoi alors ce camion a dû l'emprunter? Comme vous le savez chez nous, l'impatience des gens, et excusez-moi du terme, et l'incivisme des gens font que... Excusez-moi, monsieur Abakar. Comme vous le savez chez nous, même dans la circulation à Conakry, les gens ne sont pas... Non, monsieur Yolande, non. On va pas aller chercher des arguments à 2 balles. Je vous ai posé une question précise. Est-ce qu'il y avait quelque chose qui indiquait que le pont de l'Insan, donc qui était, pour cause de réparation, était fermé à la circulation? Est-ce que, si tel était le cas, pourquoi n'avez-vous pas posté au moins des agents de sécurité à cet endroit? Je vous informe qu'il y a effectivement des agents de sécurité à cet endroit. Le gouverneur, le préfet de Kindia peuvent en témoigner et les usagers également peuvent en témoigner. Donc, nous avons 2 brigades. Donc, ce sont les agents qui ont laissé passer le camion. Bon, nous, on n'était pas là et c'est ce que je viens de vous dire, que des enquêtes sont en train d'être menées pour situer la responsabilité. Ce que j'ai à vous dire, c'est qu'il faut saluer la promptitude avec laquelle monsieur le ministre des Travaux publics a réagi dès qu'il a appris que vraiment le pont s'est effondré. Immédiatement, nous avons été dépêchés hier nuit pour se rendre sur le terrain avec vraiment, en compagnie de tous les techniciens pour que vraiment la déviation puisse continuer à fonctionner. Et à présent, les véhicules passent librement. Qu'est-ce qui va se passer les jours et semaines à venir dans l'immédiat pour rétablir totalement la circulation ou pour réfectionner ce pont? Les dispositions sont prises dans ce sens. À présent, nous avons déjà une entreprise qui est sur le terrain pour renforcer davantage la déviation, mais également et voir dans la mesure du possible comment reconstruire ce pont qui s'est effondré. Bien. Monsieur Sa Yolande, directeur national de l'entretien routier, en direct de l'INSAN, dans cette émission. Toute dernière question, Mohamed Mara. Oui, monsieur le directeur, on se souvient à une époque que la France avait remis 4 ponts de secours à la Guinée et il y a une activiste de la société civile il y a 24 heures qui rappelait justement l'existence de ce pont au kilomètre 9 dans les temps. Alors, est-ce que ces ponts existent toujours? Si oui, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas cette fois-ci déployés pour éviter ce qui est arrivé? Effectivement, c'est pourquoi je vous ai dit, des dispositions sont prises dans ce sens. Nous avons déjà dépêché, il y a déjà une mission qui doit quitter Conakry pour se rendre à Zérékouré parce qu'il y avait des conteneurs, c'était des conteneurs qui étaient éparpillés à travers les régions dû au fait que nos ouvrages vraiment ont un âge très avancé. Donc, les ponts qui étaient du côté de Cancan, il n'y a pas très longtemps, vous-même vous avez suivi l'effondrement du pont de Kondjaran, un a été monté là-bas et l'autre pont se trouve à Zérékouré. Donc, dans les jours à venir, une mission sera à Zérékouré pour pouvoir vraiment envoyer ces ponts à Conakry afin qu'on voie si ce pont secours peut être installé provisoirement d'ici la reconstruction
définitive du pont. Monsieur Sayolande, donc en direct des listes. Donc vous nous rassurez que la circulation est effective. Hein, et les motocyclistes peuvent passer et les propriétaires de véhicules aussi. Je vous rassure que vraiment la circulation n'est pas du tout interrompue parce qu'avant le lancement des travaux, ça a été le souci majeur de M. le ministre des Travaux, M. Moustapha Naïti. Et donc à date, tous les gros porteurs, même les citernes, passent librement. Et moi-même, je suis à l'instant. Depuis 6 heures du matin, on est là. Les véhicules passent librement. La circulation est libre. Bien. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci, M. Sayolande. Merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci beaucoup. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.